Bonjour et bienvenue. Donc, je suis Justine Mandreau, responsable prévention santé à la Mutualité française Occitanie. Je suis ravie de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette séance. Gaëlle, bonjour. Je vous remercie d'avance pour ton intervention. Bonsoir à tous, merci Justine pour cette introduction. Donc oui, en effet, nous sommes ensemble pour une petite heure autour de cette question de mémoire. Donc, je m'appelle Gaëlle Rollo, je suis neuropédagogue en gestion mentale. Alors, qu'est-ce que la neuropédagogie? C'est se servir des neurosciences au service de l'apprentissage. Donc les neurosciences vont nous renseigner sur le cerveau de tout le monde, de chaque être humain. Et la gestion mentale est une pédagogie mise au jour par Antoine de la Garandrie dans les années 80 et elle a pour vocation de renseigner chaque être sur ses particularités cognitives, voilà, sur ce que chacun a de spécifique dans son traitement cognitif. Donc ces deux approches vont nous accompagner ce soir au travers de cette question de mémoire. Alors, cette question de mémoire, finalement, elle va nous amener à parler de fonctionnement du cerveau, de la neuroplasticité. Et puis, vous allez voir que finalement, on va beaucoup parler d'attention et de mémorisation. Voilà, parce que si on veut retrouver en mémoire plus tard, ben forcément, il faut l'avoir mémorisé. Et alors, on a ce fameux oubli qui intervient. Donc, on va voir un petit peu quel est son rôle, comment on peut le dédramatiser, mais comment on peut aussi lutter contre lui lorsque c'est nécessaire. Donc finalement, on va avoir deux temps dans cette webconférence et je vous proposerai, si vous avez des questions, de pouvoir les traiter dans ces deux parties, voilà, en deux temps. Vous allez voir que je vais vous proposer, si vous le souhaitez, participer un petit peu. Alors pour ça, on a le chat. Voilà, vous allez voir que vous allez pouvoir écrire dans ce chat lorsque je vous y inviterai. Trois, quatre petites activités, vous allez voir assez simples, qui vont nous permettre, et je l'espère, c'est mon intention, que vous compreniez bien la différence entre attention et mémorisation, et que vous repartiez boosté et motivé par rapport à cette question de mémoire. Alors, pour aborder cette question de neuroplasticité, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, hein, cette idée qui n'a pas toujours été ce qu'on pensait, cette idée que notre cerveau est modifiable tout au long de notre vie, hein. Avant, on pensait que, allez, grosso modo, fin de l'adolescence, tout était fixé et qu'on avait le même cerveau après pour notre vie adulte, et même qu'on perdait des neurones, hein, à partir d'un certain moment. Eh bien non, ce cerveau est plastique, il est modifiable et cela va être extrêmement important pour comprendre ce fonctionnement du cerveau. Alors peut-être que vous pouvez déjà interagir. Est-ce que vous auriez une petite idée de combien on a de neurones en tout, en gros, dans notre cerveau? Est-ce que vous voudriez mettre ça là dans le chat, si des idées vous viennent? Des millions, oui, ça c'est sûr, on en a beaucoup. Alors en effet, des milliards. Ouais, alors plusieurs fois des milliards. Donc, on en a entre effectivement 86 et 100 millions. Oui, tout à fait, Patrick. Euh, C'était bien 100, mais c'était milliards. Voilà, entre 86 et 100 milliards. En tout cas, on en a énormément. Et alors, ça va nous intéresser, ces neurones, parce que c'est vraiment eux qui vont jouer le rôle de tout apprentissage. Alors, vous allez me dire pourquoi je vous parle d'apprentissage là ce soir, alors que le thème est la mémoire. Alors, apprendre, finalement, c'est réaliser une tâche avec son cerveau, hein. En tout cas, nous, on va être sur cette définition-là ce soir, hein, pas sur une approche qu'on pourrait imaginer scolaire. Donc, utiliser son cerveau, dès lors qu'on a une pensée, dès lors qu'on a un acte, on va parler d'apprentissage. Et donc, pas nos cerveaux, mais nos neurones vont se connecter. Voilà, dès lors qu'on réalise une tâche, nos neurones vont s'activer, plusieurs neurones, hein, ensemble. Et qui dit neurones qui s'activent ensemble, dit neurones qui vont se connecter ensemble. Ces connexions neuronales vont être essentielles pour la compréhension de ce webinaire. Parce qu'en fin de compte, ces connexions, tout au long de notre vie, elles vont se créer, elles vont continuer même de se créer à l'âge adulte, hein. Ça ne s'arrête pas, comme on le disait tout à l'heure. On peut créer de nouvelles connexions tout au long de notre vie. Mais on peut aussi, hein, plus on avance dans l'âge, plus on a de connexions neuronales, et donc on peut les renforcer.
Et on va voir ce qui se passe, hein. On en reparlera avec la mémorisation lorsque les connexions se renforcent. Mais évidemment, si on lâche des choses dans notre vécu, bah, il y a des connexions qui peuvent s'affaiblir, on ne va pas se mentir. Et elles peuvent carrément aussi disparaître, hein. Si un apprentissage n'est pas assez poussé, voilà, on le laisse derrière soi et finalement, il disparaîtra. Alors, pourquoi je vous parle aussi de neuroplasticité? C'est qu'en fait, ça va être extrêmement important d'y croire, de le savoir, de connaître cette neuroplasticité. Connaître ce principe facilite l'apprentissage. Parce que si je me crois capable, si je me sens capable de réaliser telle ou telle tâche, alors il y a une motivation qui vient se mettre en route. Et figurez-vous que la motivation, bah, c'est ça l'élan dont on a besoin pour que le cerveau, que nos neurones s'activent. On a besoin de dopamine, hein. C'est grâce, alors je fais quelque chose d'assez raccourci, simplifié, mais en tout cas, ce neurotransmetteur qu'est la dopamine va être extrêmement essentiel à la connectivité, à la connexion de ces neurones entre eux. A contrario, si j'ai scénario catastrophe et que je me dis, bah non, ce truc-là, c'est pas pour moi, je suis pas capable, tout ce qui peut aller avec des pensées négatives, alors l'élan ne se fera pas et donc il se passera pas grand-chose dans le cerveau, hein. Donc, cette hormone de la motivation va être essentielle. Donc, si on pense que à mon âge, il est plus possible d'apprendre, il est plus possible de faire fonctionner mon cerveau, bah, en fait, on se donne d'office un projet négatif qui va bloquer tout, hein, qui va verrouiller tout à triple tour, mettre des sens interdits, et donc on va pas y aller, hein. Ça va pour ce premier principe-là de neuroplasticité qui va nous être essentiel, vous allez voir tout à l'heure quand on va parler de mémorisation. Alors pour l'instant, je vous avais dit tout à l'heure que j'allais vous faire un petit peu participer. Bah, je vous propose là de partir sur une petite activité toute simple où je vais vous demander d'aller chercher quelque chose dans votre tête. Voilà, vous avez juste besoin de votre tête et de rien d'autre. Je vais vous demander d'aller chercher le logo Coca-Cola dans votre tête. Je vais vous laisser un petit instant pour ça. Et juste après, vous pourrez interagir dans le chat pour me dire un petit peu comment c'est arrivé dans votre tête, comment vous y avez repensé. Alors ce logo-là, voilà, cette écriture Coca-Cola, comment elle vous est venue là? À quoi vous avez pensé en tout premier? Est-ce que vous pouvez m'écrire ça dans le chat? Peut-être qu'il y en a qui ont pensé à la couleur en premier. Ah oui, la couleur rouge, le sucre. J'ai pensé à la bouteille, mais oui, hein, on va rechercher des objets connus, c'est rouge et blanc. La bouteille, la pub. Alors la publicité, souvenez-vous, Coca-Cola, le Père Noël, oui, hein. Alors, vous avez la couleur, il y en a sûrement qui ont une vague impression d'écriture, hein, une impression aussi peut-être de cursive, une certaine inclinaison de l'écriture. Mais peu importe la manière dont vous l'avez pensée, est-ce qu'il y en a qui l'ont vraiment au complet, qui seraient capables de la réécrire à l'identique? Je pense que non, hein, c'est ce que vous me dites, non. Elle est floue, cette écriture, elle n'est pas sûre. Oui, je connais, mais je ne suis pas vraiment sûre de l'avoir. Alors pourquoi? Hein, je m'aime absolument pas. Voilà. J'ai la forme de la bouteille et puis ça s'arrête là. Oui, c'est pas utilisé. Quand je regarde Coca-Cola, je le connais, mais j'ai pas de projet mental de le faire exister dans ma tête. J'en ai pas besoin. Donc, si le cerveau n'en a pas besoin, il va pas le prendre. Alors oui, il y a une impression générale parce que je l'ai vu, je l'ai revu, il y a une imprégnation, il y a une répétition, donc effectivement qu'il y a une trace qui se fait là, mais il n'y a pas de projet de réutilisation, hein. Donc, ce qui va se jouer là, ça va être vraiment la première pierre à l'édifice de l'apprentissage et de la mémorisation, c'est-à-dire d'avoir une existence mentale. Je connais ce logo, je l'ai déjà vu, mais je n'avais pas le projet de le mettre dans ma tête. Donc s'il n'y a pas de projet, c'est pas parce que je l'ai vu que je vais le prendre et que je vais savoir en parler, que je vais savoir le redonner alors que je l'ai plus là, devant mes yeux en perception, hein. Donc cette petite expérience, juste pour vous sensibiliser à cette idée qui va nous accompagner là un peu tout le long de c'est dans ma tête, l'existence mentale. Ok? Alors on va aller expérimenter ça. Et oui, je vais vous refaire travailler encore un petit peu. Alors pour ceux qui le souhaitent, hein, bien évidemment,
Je vais vous parler là, voilà, d'une petite activité autour de l'attention, être attentif, hein. On va voir que c'est la première chose qu'il va falloir faire si on veut qu'il y ait cette existence mentale. Pour cela, je vais vous montrer une petite image pour quelques secondes, voilà, trentaine de secondes environ. Et je vais vous demander, si vous en êtes d'accord, de la faire exister dans votre tête. C'est sans papier ni crayon, juste avec votre tête. Une fois que ce petit temps sera passé, je vais cacher. Je vais passer l'image et je vous propose, pareil, via le chat, de vous exprimer sur comment je m'y suis pris, à quoi j'ai pensé en tout premier dans ma tête, hein. On en reparle juste après, je vous partage l'image. Ok, alors je vais la cacher. Très bien. Au moment où vous avez découvert cette image, qu'est-ce que vous avez fait en tout premier dans votre tête? Peut-être qu'il y en a qui se sont parlé. Est-ce qu'il y en a qui se sont parlé? Je me suis concentrée. Ouais, ça vous a fait penser à des choses, hein. Je vois un visage. J'ai compté les formes, hein. Peut-être que la personne qui a compté les formes, elle s'est parlé. N'a qu'on regardé. Mais alors quand je regarde, je regarde à l'extérieur. Mais dans ma tête, qu'est-ce que je fais dans ma tête? Alors j'ai vu passer là, je l'ai mémorisé. Eh bien, figurez-vous qu'on va en reparler, mais non, on n'est pas dans de la mémorisation. On est juste dans de l'attention. Je reviens dessus juste après. Donc on revient à ce que vous avez fait dans votre tête. Il y en a peut-être donc qui se sont parlé en premier, qui se sont dit, bah tiens, ça c'est un triangle, ça c'est un rectangle, hein, qui se sont décrits par la parole mentalement, hein. On peut se parler dans la tête. Ceux qui ont fait ça, c'est leur façon de faire en tout premier. Et puis, on a d'autres au contraire, vous allez me dire si vous vous retrouvez là-dedans, qui se sont fait des images tout de suite, du visuel dans leur tête, comme s'ils avaient un écran là, hein. On a tous un écran là, visuel dans la tête, et ça s'est fait beaucoup plus silencieusement, hein. Ceux qui ont fait ça, ils ne se sont pas parlé, ils ont revu mentalement les éléments, hein. J'identifie les formes et leur inclusion les unes dans les autres, je me suis nommé les choses, hein. Donc ça ne se fait pas dans le même ordre chez chacun. Il y en a pour qui oui, c'est du visuel en tout premier. Il y en a pour qui c'est de la parole en tout premier, mais dans la tête. C'est pas parce que c'est une image à l'extérieur, que c'est du visuel à l'extérieur, que je me fais du visuel à l'intérieur. Il y en a pour qui c'est juste verbal. Et puis ça fait faire des liens, oui, hein, je ne reviens pas tout de suite là-dessus, mais j'ai pensé aux maths, etc., etc. Alors, il y a cette idée-là, regardez, l'information qui nous est là, envoyée par le monde, à l'extérieur. Je reçois l'information. Cette information, finalement, je la reçois possiblement via mes cinq sens. Donc, là, c'était une information pour vos yeux, du visuel, et le traitement qui se fait dans la tête va être propre à chacun. Donc, on peut revoir l'information, on peut se la redire, on peut réentendre, réentendre un son, une musique, la voix de quelqu'un, hein, comme si on avait un enregistreur là. Et puis, on peut ressentir aussi, hein. C'est-à-dire que l'aspect émotionnel, ressenti corporel, va aussi être une façon de faire exister une information dans notre tête. Je reviens sur ce que j'ai lu là, vu passer tout à l'heure, j'ai mémorisé. Alors, pourquoi on n'est pas encore dans de la mémorisation? On est juste dans faire exister ici et maintenant, dans ma tête, dans les 2 minutes là. On a juste un petit tampon temporel, oui, une zone temporelle là, qui est de 2 minutes. Et au-delà de ces 2 minutes, l'information va être oubliée. Pourquoi? Parce que la commande passée au cerveau, alors c'est moi qui voulais influencer cette commande puisque je vous ai donné une consigne et je vous ai demandé faire exister dans votre tête ici et maintenant. Ce présent-là, il correspond à de l'attention. Si vous voulez, là, dans la tête, sans faire un cours de SVT, on a ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Ce cortex préfrontal, c'est le siège de l'attention. Si vous voulez, c'est comme si on avait une petite salle d'attente, là, qui pouvait stocker quelques infos, mais pas trop, pendant 2 minutes, le temps d'un traitement d'une information. Voilà, peu importe quoi. Et après, pouf,
ça s'en va. On peut parler dans cette zone-là de mémoire à court terme, mais finalement, ce mot mémoire, il est un peu traître parce que ce n'est pas un lieu de stockage. C'est juste un lieu de passage. Et donc, c'est tout à fait normal si aussitôt après, on a oublié. Et je réagis là à ce que nous dit Catherine. Je n'ai pas du tout vu le visage, je me répétais mentalement la liste des figures géométriques qui figuraient. Donc Catherine, j'imagine que vous la répétiez là un peu en boucle. Et ça, c'est extrêmement fragile, ça ne tient pas bien longtemps. C'est juste là, dans le moment présent. Alors, je vous propose quelques petites situations de notre quotidien là, et peut-être que ça va vous évoquer des choses. Chérie, tu pourras acheter le pain ce soir? Bah chérie, le soir, il a plus pensé du tout au pain. Alors peut-être que la personne en question n'a pas du tout écouté. Ça, c'est tout à fait possible. Mais peut-être qu'elle était bien dans l'attention du moment présent, que cette information, elle l'a pensée ici et maintenant, et elle lui a pas donné du tout de futur pour le soir. Donc c'est tout à fait normal, c'est pas un poisson rouge, hein, comme le disait l'intitulé du webinaire, mais c'est juste que c'est quelqu'un qui était dans l'attention au moment de cette conversation, hein. Je pense que on l'a tous vécu, hein, mais je te l'ai dit il y a 5 minutes. Bah, il y a 5 minutes, c'est déjà au-delà de 2 minutes. Au-delà de 2 minutes, si c'est de l'attention, pouf, ça disparaît, hein. Ça nous est tous arrivé d'aller dans une pièce et de se dire mince, mais qu'est-ce que je viens faire là? Qu'est-ce que je voulais faire là déjà? Hein. Et même de rebrousser chemin, de refaire le chemin, et le corps, la mémoire corporelle va nous inviter, va nous aider à nous en rappeler. Et puis, pour ceux qui ont des ados, je pense que ça fera écho, c'est le fameux t'inquiète. T'inquiète, je vais le faire. Ben, le t'inquiète, s'il est pensé pour ici et maintenant, ben, je pense que vous pouvez toujours rêver pour que ça soit fait après. Alors, je vous propose, voilà, si vous avez des questions sur cette partie juste attentionnelle, autour de l'attention, de les écrire dans le chat. Donc, vous l'avez compris, là, on est bien dans le moment présent. Donc, en attendant que les questions arrivent, hein, je vous ai réservé des petites situations là pour vous faire des liens avec ce qu'est finalement cette attention. On le fait tous. Garder un code en tête, juste le temps de l'écrire. C'est pas de la mémorisation, c'est de l'attention. Juste on discute là. Ah, je suis rassurée. Ben, je suis contente de vous avoir rassuré, Patrick. Mais ça, c'est des questions de couple. C'est du vécu. Voilà, dans un couple. Alors, pourquoi ne pas savoir ce que je viens de... Pourquoi ne pas savoir ce que je viens faire m'arrive de plus en plus souvent? Parce que vous avez trop de choses à penser. Cette salle d'attente, là, cette attention, figurez-vous qu'elle a 4 places environ. Donc, quand les 4 places dans ma salle d'attente, elles sont prises, eh ben, il faut libérer de la place. Comment trouver des mémotechniques pour se rappeler au-delà de 2 minutes? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. On va aborder ça. Ça veut dire que là, on sera dans de la mémorisation. Voilà, c'est tout à fait moi. Voilà. Alors, je vous disais, c'est une question de couple. En fait, sachez que on va le voir avec la mémorisation en comparaison, mais être attentif, c'est vraiment le moment présent. Et il y a des gens qui adorent ça. On a tous une dominance, on préfère tous être attentifs ou mémorisés. En général, hein, on n'est pas trop les deux de manière équilibrée, hein. On a tous des habitudes mentales. Donc, spontanément, on va aller vers ce qui nous fatigue le moins. Voilà. Est-ce que trop de charge mentale affaiblit le cerveau? Oui. C'est-à-dire que là, alors je ne vais pas trop développer là sur le burn-out, mais en tout cas, oui, la saturation, elle vient dans la salle d'attente, hein, ce que j'appelle la salle d'attente, l'attention. C'est pas la mémorisation qui est saturée. Le burn-out, ça va être notre salle d'attente qu'on va trop solliciter, hein. Et on va voir que passer davantage en mémorisation va être intéressant pour soulager cette attention trop sollicitée, hein. Je pense à plusieurs choses à la fois, du coup, je ne retiens rien. Oui, alors, cette figure géométrique que je vous ai montrée, cet ensemble de figures, je vous en ai donné le projet. Je vous ai donné une cible attentionnelle. Donc, effectivement, si on a trop de cibles, le cerveau, il ne sait plus et on le fatigue. Donc, viser la bonne cible, en effet, ça va être très intéressant, hein. Je vous donne un dernier exemple qu'on connaît tous, hein, en général, c'est le rodateur. Voilà. Il y a des gens qui connaissent, hein, peut-être parmi vous, qui ont mémorisé leur plaque d'immatriculation pour X raisons et d'autres qui ne la connaissent pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Juste que ça va changer la donne au moment où on se retrouve face à l'eurodateur. Est-ce que j'ai la plaque dans ma tête
ou est-ce que j'ai la plaque à l'extérieur? Si j'ai la plaque à l'extérieur, il va bien falloir aller la regarder, cette plaque. On imagine que vous n'êtes pas garé juste à côté de l'horodateur. Vous allez regarder cette plaque d'immatriculation pour la faire exister dans votre tête, la transporter, la garder mentalement moins de 2 minutes, juste le temps de la taper à l'horodateur. Et après, votre projet, c'est pas de la mémoriser, donc elle s'en ira. Alors, je regarde les deux, trois petites questions. Voilà, je pense à faire quelque chose et dès qu'une personne me parle ou je fais autre chose, je perds le fil et c'est bien normal. L'attention est extrêmement sensible, fragile. Si vous gardez, vous tenez une information juste là, mentalement, le temps de la noter, je sais pas, vous êtes quelqu'un qui travaille, là, qui est au bureau, et on lui donne une info dans le couloir et il se la garde juste le temps d'aller la noter dans son bureau. Sauf qu'il croise le collègue qui lui parle et là, ça parasite tout et c'est bien normal parce que ça se tient très très fragilement et de manière très courte dans le temps. Alors allons voir un petit peu ce qui se passerait là, ce qu'il faut faire pour aller plus loin, pour que ça se garde dans le futur. On va parler donc de mémorisation et je vais vous proposer de la même façon une petite activité. Cette petite activité, si vous le souhaitez, si vous souhaitez jouer le jeu, vous pouvez même vous armer, si vous avez ça, d'un petit papier crayon pour faire brouillon. La seule chose, c'est que quand je vais cacher, je vous demanderai aussi de cacher votre brouillon, ne plus avoir l'information devant les yeux pour pouvoir parler de ce que vous avez fait dans votre tête. Ça va pour vous? Très bien. Je vais vous proposer une liste de mots. Je vais vous la montrer à l'écran. Je vais vous laisser quelques secondes. Par le temps qui nous est là donné, je suis obligée de vous proposer un temps assez court. Donc ne vous inquiétez pas, c'est ce qui sera possible et là disponible en l'état. Ok. Donc une liste de mots, je vous demande cette fois de la mémoriser. Et puis on va jouer le jeu, on va s'imaginer que c'est pour être en capacité de la redonner, la réécrire. Pas forcément dans l'ordre, demain matin. Hein. Vous pouvez, si vous voulez, aller jusqu'au bout de l'expérience et vous testerez ça demain matin. Vous imaginez là, déjà, dès maintenant, en train de la réécrire demain matin. C'est OK pour vous? C'est parti, je vous la montre. Alors, je vais cacher. Je vous laisse cacher votre brouillon chez vous. Et alors, cette fois, qu'est-ce qui a changé? Comment vous y êtes pris? Qu'est-ce que vous avez fait en tout premier dans votre tête quand vous avez vu cette liste de mots? Vous pouvez m'écrire ça dans le chat. Alors, j'ai vu essayer de retenir par mémotechnique. Oui, alors vous pouvez m'en dire plus, Carole. Qu'est-ce que vous avez fait comme lien dans votre tête? Catherine, comment vous avez fait pour les associer? Hein. En effet, je me raconte une histoire. Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup qui sont racontés une histoire. Il y en a qui ont fait des regroupements. Il y en a qui se les ont répétés plusieurs fois. Alors oui, ça peut se répéter. Peut-être qu'en créant une musique, ça va les rendre un peu plus solides, ça va rendre cette liste solide, mais attention, si on ne fait que les répéter, on n'est que dans de l'attention. Hein, ça va être fragile pour que ça se garde pour plus tard. Il va falloir faire des liens. Des liens, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est qu'est-ce qui existe déjà dans ma tête? Qu'est-ce qui est déjà présent dans mes différentes mémoires? Hein, on a différents types de mémoires. Comment ça va s'accrocher? Alors oui, des liens mémotechniques, des liens de créativité, je me raconte une histoire, des liens de catégorisation, j'associe. Hein. Euh, tiens, félin, ça va avec chat, tigre, ça va avec chat, pardon, hop, c'est les félins, par exemple. Je peux les placer dans un espace mental, hein, des liens très spatiaux. Je peux créer un ordre dans ces mots. Ça se trouve, ça va me faire penser, peut-être qu'il y en a qui ont pensé à des souvenirs personnels. Hein.
avoir des liens personnels, ça va s'accrocher à notre mémoire qui est liée au souvenir. Ok. Et alors, dites-moi, est-ce que ces mots, vous leur avez donné un futur? Est-ce que vous avez pensé à demain matin? Ça va être la grande différence par rapport à l'attention. Alors, il y en a qui ont écrit les mots. Oui. J'ai essayé de faire des catégories. Oui, très bien. Et alors, dites-moi dans cette association, vous les avez associés pour que ça se tienne, mais pour que ça se tienne, pour les retrouver quand? Alors, vous m'avez écrit beaucoup. J'ai déjà oublié. Non, j'ai pas pensé à demain. Futur, point d'interrogation. Oui. Dans des lieux associés. Oui, très bien. Alors, ce futur-là, il va être important. Ça va être la différence, la grosse différence avec l'attention, et ça va être une des raisons de lutte, une des possibilités de lutte contre l'oubli. C'est déjà le projet mental. Qu'est-ce que je vais en faire dans ma tête? C'est pour m'en servir plus tard. Et ça, c'est le premier jalon, la première marche de la mémorisation. Lui donner un futur à cette information. Et vous avez pensé que vous avez demandé de les répéter, hein. J'étais trop occupée à essayer de mémoriser pour me projeter dans le futur. Oui. Alors vous savez que le cerveau, quand ça se passe bien, fait ça très inconsciemment. Là, on est en train de mettre en conscience des processus qui sont naturels. Si je le retrouve plus tard, si je m'en souviens, alors c'est que, avant de faire la tâche, je l'ai pensé même inconsciemment pour plus tard. Ce plus tard, donc je le disais, la grosse différence avec l'attention. L'attention, c'est ici et maintenant, au bout de 2 minutes, je m'en souviens plus. Penser ce plus tard va être important pour donner une information très claire au cerveau. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Ça veut dire que quand vous imaginez déjà une situation, prenant un exemple, une situation d'examen, tiens, ce sera quand? Ce sera où? Ce sera quoi? Qu'est-ce que je ferai revenir dans ma tête? Qu'est-ce qu'on va me demander à cet examen? Et je le pense de manière positive, dans la réussite. Lorsque vous imaginez cela, pour le cerveau, c'est de la réalité. C'est comme s'il l'avait déjà vécu. Vous lui donnez déjà un vécu sur lequel se reposer. A contrario, vous l'imaginez bien que si vous vous imaginez scénario catastrophe, le cerveau va penser que vous avez vraiment déjà vécu ce scénario catastrophe et lui va en fait reproduire très spontanément ce que vous aurez imaginé. Plus on nourrit cet imaginaire d'avenir, plus il est précis, plus on aura de chances de retrouver les éléments le moment venu. Ça, c'est la première chose, c'est le futur, c'est cette idée d'imaginaire d'avenir. La deuxième chose, vous m'en avez parlé, ce sont ces liens pour mémoriser, et c'est ce qui va faire la différence avec juste de l'attention dans le moment présent. Si je ne fais que me répéter les choses en boucle, je vais pas pouvoir, si je dois me souvenir de quelque chose pour le lendemain, je ne vais pas pouvoir me répéter en boucle jusqu'au lendemain l'information. Ça ne va pas le faire. Donc, il va falloir que ça se tienne. Et pour que ça se tienne, il va falloir que le cerveau soit au courant que c'est pour m'en servir plus tard. Donc, vous me l'avez dit, des liens de catégorisation qui s'accrochent à un certain type de mémoire, des liens inédits, la question de créer du nouveau dans sa tête, un moyen mémotechnique. Alors attention, pas le Méouédon cornicar. Méouédon cornicar, c'est un truc appris par cœur, voilà, qu'on peut tout à fait réutiliser évidemment, mais c'est pas le moyen mémotechnique que j'ai inventé moi. Voilà, ça n'a pas la même force, ça n'a pas la même valeur, hein. Donc s'inventer une histoire, s'inventer son propre moyen mémotechnique, ça c'est du solide. Des liens personnels, on l'a dit tout à l'heure, raccrochés à des souvenirs. Et puis, deux types de liens que je vous ai mis là, et j'en ai vu passer, l'aspect spatial. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du palais mental. La technique du palais mental, on en parlait déjà à l'époque de l'Empire romain. Alors, vous voyez, ça date pas d'hier, avec notamment les acteurs de théâtre qui cherchaient des méthodes pour mémoriser facilement. Le palais mental, finalement, c'est utiliser notre mémoire spatiale, en penser, s'imaginer un lieu. Ça peut être un endroit où on se déplace, ça peut être juste une pièce, où on va placer les éléments que l'on souhaite mémoriser. Là, en l'occurrence, on avait des mots. Ben, on peut très bien s'imaginer en sa cuisine, hein, je vous dis n'importe quoi. Et alors, dans le four, on rangeait tel mot, dans le placard, tel autre mot. En haut à droite, en bas à gauche. Voilà, donc ça va être très localisé, très spatialisé.
De récentes études nous ont montré que c'est une mémoire qui est extrêmement forte. C'est très intéressant. On a tout intérêt à utiliser ces liens spatiaux. Et puis des liens temporels, c'est-à-dire que là, on va plus penser les choses dans un déroulé, comme une chanson, comme quelque chose qu'on se répète, ou petit 1, petit 2, petit 3. Différents types de liens, donc, qui vont faire la différence avec l'attention si je ne fais pas des liens. Et le principe de la carte mentale, très bonne question. La carte mentale est un outil à l'extérieur, qu'on va utiliser à l'extérieur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la carte mentale, c'est une sorte de carte mentale que je vous ai fait là, par exemple, que vous avez à l'écran. C'est-à-dire que la connaissance est écrite, le thème est au milieu, puis on va avoir des branches. Et puis, vous ne l'avez pas là sur ce que j'ai fait moi, mais vous avez aussi des sous-branches, voilà. Un peu comme nos connexions neuronales, un outil très ouvert qui nous permet de mettre en pensée notre pensée à l'écrit, de manière très à la fois spatiale, mais qui peut se penser aussi dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le déroulé. Tout à fait intéressant comme outil pour mémoriser. J'ai envie d'ajouter, à condition que ça soit nous qui fassions notre propre carte mentale pour suivre notre propre raisonnement. Et puis on peut repenser évidemment cette carte mentale après dans la tête. Pourquoi on mémorise? On l'a dit, pour s'en servir plus tard. Donc, ce plus tard, à quoi je vais repenser? Bah, à mes liens, aux liens que j'aurais faits. Et figurez-vous qu'à chaque fois que je fais des liens, j'active des neurones. Souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure, des neurones qui s'activent ensemble, dans différentes zones, vont se connecter ensemble. Plus vous multipliez les types de liens, plus vous activez des neurones dans différentes zones du cerveau, et donc plus vous créez des connexions plus complexes, plus riches, plus fortes, qui vous donnent davantage de certitude de retrouver la connaissance plus tard. Parce que si je ne me souviens pas de ce lien-là, ah bah oui, il y a celui-là aussi que j'avais mis en place qui me permettra de retrouver. Alors, qui dit mémorisation, dit répétition, réactivation. Ça va pas suffire de l'avoir pensé au futur. Si c'est pour dans une semaine, il va falloir que, à minimum, je me répète, je me réactive la connaissance, quelle qu'elle soit, tout de suite après. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ce tout de suite après? Ça veut dire que je cache, je n'ai plus l'information en perception, je ne la vois plus, je ne l'entends plus, etc. Et je vais chercher dans ma tête. Je vais chercher dans ma tête et je vais, de cette façon-là, réactiver les neurones liés à la connaissance. Est-ce que les liens entre les neurones peuvent se faire dans une langue maternelle et s'exécuter dans la langue de chaque jour? Alors, si je vous suis bien, vous me dites si c'est bien ça. C'est l'idée de parler une langue, d'avoir deux langues, voilà, et donc de penser dans une langue et de traduire dans l'autre, de redonner dans l'autre langue. En tout cas, oui, voilà, on peut manipuler, bien sûr, tout à fait. Pas plus tard qu'hier, j'accompagnais un étudiant Erasmus en Allemagne, hein, donc il est de Metz, donc français, de langue maternelle, et il est tellement bilingue qu'il va avoir sa pensée directement en anglais, mais va pouvoir la restituer, il va pouvoir penser mentalement en anglais et restituer en français, et inversement, hein, tout à fait intéressant. On a des langues étrangères une langue étrangère va exister sur une autre connexion neuronale que notre langue maternelle, sauf dans le cas où, avant 6 ans, il y a eu un apprentissage simultané de deux langues. Avant 6 ans, c'est la même connexion neuronale, les mêmes connexions neuronales qui vont se faire, et donc on aura le même niveau de langue maternelle finalement, si ça se fait avant 6 ans. Au-delà de 6 ans, ce sera toujours une langue seconde. Et pour vous, c'est le polonais. Très bien. Alors, en termes de réactivation, on le disait, il va falloir bosser sur ces connexions neuronales. Et je vais vous prendre pour ça une petite métaphore, celle du jardin. Si parmi vous, il y en a qui ont un jardin, ils savent que malheureusement, il va falloir tondre la pelouse. Alors, il y a des robots maintenant qui font ça, mais quand on le fait nous, si on attend trop de temps, bah, qu'est-ce qui se passe? L'herbe va être beaucoup trop haute et on va réussir à tondre, mais ça va demander un effort beaucoup plus important. Ça va être long, ça va être coûteux. Bah, il se passe exactement la même chose avec la mémorisation. Vous voyez, là, dans nos phases de réactivation, on a tout de suite après.
à 10 minutes. Et puis on espace à un jour, à une semaine, à un mois, et puis même à 6 mois en fonction de ce qu'on a à apprendre. On passera ensuite à une année. Et si ce n'est pas une connaissance qu'on mobilise au quotidien, elle va pouvoir s'oublier. Il va falloir la réactiver chaque année. Bon. Ben, vous voyez que si je tonds régulièrement ma pelouse, voilà, ça va être beaucoup plus facile à chaque fois que je tonds. Ça va être de plus en plus court, de plus en plus fluide. Bah, c'est un peu ce qui se passe là dans le cerveau. Et ce qui se passe aussi, c'est que au début d'un apprentissage, lorsque je n'ai pas encore la connaissance, on pourrait comparer le cerveau à ce moment-là à la jungle ou euh, un champ, là vous voyez, où il n'y a pas grand-chose, un petit chemin de campagne. Et puis plus je réactive, plus je repasse sur ces chemins neuronaux, plus je vais les renforcer. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, j'aurai une petite départementale, une nationale. Et puis si c'est un apprentissage qui est parfaitement acquis, une expertise qui devient un automatisme, alors c'est comme si on avait une autoroute mentale. Donc finalement, apprendre, c'est créer des autoroutes. Mais ces autoroutes, parfois, on n'y va pas. On ne va pas jusqu'au bout parce qu'on a juste appris un petit peu, puis on a laissé. Et vous n'aimez pas les autoroutes, ok? Alors prenez une autre image. Mais en tout cas, c'est l'idée qu'il y ait un gros tronc d'arbre, si vous préférez. Voilà, au début, c'est une toute petite branche. Et le tronc, il va se consolider, il va devenir de plus en plus fort parce qu'on aura répété. Et quand on a un automatisme, quand on a une expertise, bah, ça laisse de la place pour de nouveaux apprentissages, hein. C'est ce qu'on voit dans la scolarité, mais c'est ce qu'on continue à faire adulte. Et puis si on lâche, pour différentes raisons, par manque de motivation ou autre encore, mais juste, souvenez-vous ce qu'on a vu au début sur la neuroplasticité, les connexions peuvent se défaire. Euh, Pas complètement. Parfois, on voit qu'il y a un reste, dire, ah oui, tiens, ça me rappelle des choses, mais parfois, ça s'en va complètement, hein. Est-ce qu'on a une meilleure mémoire si on est une personne ordonnée? Non, non. Chacun est ordonné à sa façon et ce cerveau-là est unique chez chacun. Une étude plus si récente que ça, je dirais d'il y a 2 ans, hein, du Centre de recherche sur le cerveau, a montré que avec un IRM, une cartographie du cerveau, on a plus de diversité de connexions neuronales que dans une empreinte digitale. Donc, c'est vous dire à quel point chaque cerveau est unique et a mis en place depuis la toute petite enfance jusqu'à l'âge adulte des habitudes mentales, hein. Et ces habitudes mentales, il faut leur faire confiance. C'est ce qui nous rend service. Maintenant, on ne peut pas être au top tout le temps et évidemment, en fonction de ce qu'on est, on a le revers de la médaille et il y a des situations où on est moins à l'aise, mais ça peut se développer, ça c'est la bonne nouvelle, hein. Pourtant, des connaissances oubliées peuvent revenir, par exemple des noms botaniques. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est une histoire de solidité et existence neuronale. Il y a des petites choses qui restent, hein, comme on dit, le vélo qui s'oublie pas. Et puis, il y a des choses qui ont complètement disparu, hein. Pensez peut-être à des apprentissages que vous avez eus dans votre scolarité et aujourd'hui, vous en avez rien gardé ou alors très très peu. Voilà. Et puis parfois, on a des freins à la mémorisation, je vais revenir juste après dessus, qui peuvent expliquer les oublis ponctuels, les trous noirs, etc., etc., hein. Mais pour résumer sur cette question d'oubli, c'est vraiment, dans beaucoup, beaucoup de cas, déjà une question de projet mental. Est-ce que je l'ai pensé dans l'attention du moment présent ou est-ce que je l'ai pensé pour plus tard, hein? Ou bah, si je l'ai pensé pour plus tard, je ne l'ai peut-être pas suffisamment réactivé, je suis pas revenue dessus, donc j'ai perdu beaucoup d'informations, peut-être pas tout, mais une grande partie s'est oubliée. Alors, pour résumer sur cette question de mémorisation, pour mémoriser, il faut être attentif. L'attention est le socle de toute activité mentale. C'est notre salle d'attente, il faut que l'information, elle existe là, que je la prenne. Si elle reste à l'extérieur de ma tête, je ne vais pas pouvoir en faire grand-chose. Si c'est pas que de l'attention et que c'est de la mémorisation, on le voit à l'IRM, l'information se déplace, vraiment. Elle va à l'arrière du cerveau dans nos stocks mémorisés, hein. Et des petites connexions se créent ou se renforcent et on pourrait évaluer, observer l'activité cérébrale à chaque réactivation. Vraiment, une réactivation va pouvoir euh, euh,
augmenter le taux de dopamine, augmenter euh, la force, si vous voulez, de ces connexions neuronales. Pour ça, il faut lui donner du futur. Il faut avoir cet imaginaire d'avenir. Cet imaginaire d'avenir est évidemment lié à la motivation, parfois une motivation de nécessité, mais il va falloir se penser faire, se penser réutiliser, ok? Au maximum. Faire des liens, on a vu que c'est ce qui accrochait, c'est ce qui fait que ça va pouvoir se stocker, ça va pouvoir être dans les mémoires grâce à l'existant cognitif qui est déjà là, mémorisé. Donc c'est pour ça que ça se joue différemment chez chacun. On ne fait pas tous les mêmes liens parce que nos stocks mémorisés ne sont pas les mêmes, hein. Autour d'une même connaissance, on n'a pas le même vécu et on n'a parfois même pas la même définition ou on n'est pas forcément d'accord sur la chose, hein. Des liens logiques, des moyens mémotechniques, des liens personnels, des catégories. Je me raconte une histoire, je me crée un espace mental où je place la connaissance. Moult façons de faire qui sont vraiment propres à chacun. On a tous une manière très spontanée de faire et il faut s'écouter. Il faut voir ce qui se passe quand je suis en situation de réussite. Et c'est là que le cerveau nous renseigne sur ce que je suis et ce qui me correspond à moi. Il n'y a pas une seule manière de faire. Par contre, on peut compléter, enrichir. Tiens, j'avais jamais pensé à faire des histoires. Oui, mais pas en premier dans ma tête. D'abord, je m'écoute, je fais spontanément ce qui me vient, et ensuite, quand je réactive, par exemple, tiens, je vais essayer de réactiver en changeant ma manière de l'avoir appris, ce truc-là, là, je vais essayer de me construire une petite histoire ou autre chose encore. Donc, des réactivations en fonction de est-ce que c'est pour demain ou est-ce que c'est pour dans un an? Est-ce que c'est un truc que je vais utiliser de toute façon au quotidien? Donc, ça se réactivera de toute façon, mais une loi, en tout cas, qui est là, neuroscientifique, sur les besoins du cerveau, de quelque chose de très rapproché et qui va de plus en plus s'espacer. Ça sert à rien pour un gamin, par exemple, hein, au niveau scolaire, de réviser chaque jour, de réviser la veille au soir. Non, vraiment pas. Le cerveau a besoin de phases de digestion et notamment dans le sommeil, hein, puisque dans le sommeil, il va y avoir une phase de consolidation qui va nous permettre un gain en termes de mémorisation. Cette mémorisation, je vous le disais tout à l'heure, elle peut avoir des obstacles. On peut avoir certains freins. Il y a un premier frein qui est effectivement lié à la santé, hein. On va avoir voilà, des maladies qui peuvent rentrer là en raison de certaines difficultés qui peuvent être ponctuelles, hein. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à consulter dès qu'on a un doute, parce que vaut mieux être rassuré plutôt que de s'imaginer, hein. Vous avez vu, le cerveau, il ne fait pas la différence, hein, entre l'imagination et la réalité. Donc, si je m'imagine que j'ai un souci, alors le cerveau va prendre ce stress en considération. Et le stress va jouer un rôle là aussi d'inhibition, de blocage des connexions neuronales. C'est ce qui fait que quand quand on est stressé ou quand on a à vivre voilà, des situations un peu négatives, un deuil, une dépression, etc., eh ben, le cerveau va enregistrer beaucoup plus de cortisol que de dopamine, et donc, quitte à ne plus avoir de dopamine du tout. Et donc ça, le cortisol va vraiment bloquer l'accès aux connexions dont on a besoin. C'est ce qui fait que même quand on a un petit stress, dire c'était quoi déjà le nom de cet acteur-là? Et il ne nous revient pas. Et si on laisse passer le temps, d'un seul coup, il nous revient sans qu'on n'y pense plus, hein. C'est parce qu'on a libéré, si vous voulez, l'accès à l'information. L'information est bien présente, mais elle n'est pas forcément disponible au moment où on en a besoin, hein. Et ça ne veut pas dire qu'on a des soucis de mémoire, tout va bien. Ok. Mais par contre, effectivement, une vigilance sur des situations euh, liées, voilà, notamment à l'éloignement social, à la dépression, ou si vous voulez, on l'a dit, mémoriser, c'est penser au futur. Donc, si on n'a plus envie de ce futur, finalement, on en a moins envie, ben, on a moins envie de mémoriser pour la suite aussi, hein. C'est un petit peu le cercle vicieux qui peut s'installer, hein. Donc, être vigilant par rapport à ça, ou en tout cas de comprendre ce qui se passe là et de se dire, ah, c'est OK, je comprends pourquoi en ce moment, avec certaines prises de médicaments, il peut y avoir des petits effets, et de ne pas s'en inquiéter, de ne pas ajouter de stress. Donc évidemment, des consommations excessives d'alcool, drogue, et puis les maladies dégénératives quand elles sont vraiment là, que ça soit Alzheimer ou d'autres, hein.
Nos émotions, je vous le disais, bah, c'est vraiment, hein, depuis notre tendre enfance jusqu'à l'âge adulte, c'est ce qui nous accompagne, nos émotions. Elles ont un rôle extrêmement important. Et donc, bah, dès qu'on a peur de ne pas y arriver, peur d'oublier, bah, le cerveau, il y va pas, hein, il bloque tout. Voilà. Donc, tout s'explique là au niveau de l'oubli. Et puis l'attention, je reviens à notre manque d'attention, hein, du départ. Si j'ai pas été attentive, si j'ai pas pris l'info, que je l'ai pas, que j'en ai même pas envie, ce truc-là, là, j'ai pas envie de m'y intéresser. J'ai lu un livre là, mais en fait, il m'intéresse pas, donc je ne retiens rien. Bah voilà, c'est tout à fait normal. C'est juste que notre dopamine, là, elle se met pas suffisamment en, en route. Alors, je vous propose là encore un petit temps de questions. Oui, je vous disais qu'il était impossible de faire des injections de mémoire, hein. Bien évidemment, ce serait magnifique. C'est ce que je dis à mes stagiaires que j'ai en remise à niveau. Je ne peux pas non plus vous ouvrir la tête et mettre la connaissance à l'intérieur. Il faut le vouloir. Voilà, il faut le vouloir. Il y a un élan qui est là, conscient ou inconscient. Je vous écoute pour votre question. Vous avez dit plein de choses pendant que je parlais. Comment faire pour protéger sa mémoire et activer sa concentration lorsqu'on a des problèmes de sommeil? Oui, le sommeil va avoir un impact, effectivement. Euh, donc, il faut s'intéresser à cette question-là de sommeil, mais il faut surtout faire baisser ce stress-là, pouvoir aussi ne pas trop y penser et laisser aller parce que du coup, ça va amplifier le frein, ce stress-là. Voilà. Avec l'âge, comment ça se passe? Alors, si vous voulez, c'est comme si on avait une lampe de poche, là, vous voyez, une lampe de poche qui va éclairer un halo, hein, qui va nous donner un halo de lumière. Bon, bah, plus on avance dans l'âge, depuis notre tendre enfance, plus cet halo de lumière peut à partir d'un certain âge, peut-être rétrécir. Voilà, simplement rétrécir un peu. Ça veut dire que dans cette salle d'attente dont je vous parlais, on va peut-être prendre un peu moins d'informations en une fois. Voilà, un peu moins, mais c'est pas grave, on la prend quand même. C'est juste un petit ralentissement. Mais ce qu'on nous dit aussi, et ce que les neurosciences nous montrent, c'est que plus on avance dans l'âge, plus on en a appris des choses, plus on a un cerveau sacrément connecté avec un beau réseau là, et que donc on fait des choix. Voilà, il y a des choses, on n'a plus envie de s'embêter avec. Donc c'est aussi ça qui fait que on mémorise moins. Mais attention, ne pas se mettre en tête, oh là là, avec la vieillesse, je ne peux plus, j'ai des difficultés, etc. Le cerveau va y croire. Vous mettez des freins quand vous faites ça. Et donc, c'est le cercle vicieux qui fait qu'après, de réels problèmes peuvent s'installer si je n'utilise plus mon mécanisme de mémorisation, hein. C'est ça le cercle vicieux. C'est quand on se dit, c'est plus pour moi, je l'utilise plus. Et donc, nos connexions vont commencer un petit peu à s'affaiblir. Donc, continuez. C'est ça la vraie réponse, la prévention, continuer à s'étonner au quotidien, voir du nouveau, être curieux, apprendre, se souvenir, continuer à entretenir notre mémoire, notre jardin du passé, notre jardin du présent en étant attentif au quotidien, et notre jardin du futur en ayant toujours envie de mémoriser, de garder des choses pour qu'elles nous servent plus tard, hein. Ok. Mon père de 96 ans n'a plus de mémoire immédiate, par contre, il est capable de me raconter. Oui, c'est l'attention qui va être déficiente en premier. C'est notre porte d'entrée, c'est notre salle d'attente. Donc oui, c'est elle qui va dégénérer un petit peu en premier. Et donc, c'est tout à fait normal que lorsqu'il y a une qu'il y a une dégénérescence, les souvenirs soient encore intacts. Oui, tout à fait. Mais pour autant, on ne se souvient pas de ce qu'on a fait il y a 5 minutes. Voilà. Voilà. Alors la fainéantise, voilà, le cerveau, c'est un gros feignant. Oui, oui, tout à fait. C'est un gros feignant et donc, lui, il va toujours chercher la facilité. C'est-à-dire que si, il n'y a pas d'élan de notre part et de réelle envie ou besoin, hein, voilà, il va préférer ne pas y aller, évidemment. Voilà. Je suis admiratif concernant les masters de n'oubliez pas les paroles. C'est une habitude mentale. Quand on est admiratif comme ça et qu'on dit qu'un tel a une mémoire d'éléphant, en fait, c'est juste qu'il a des connexions neuronales, il a des autoroutes mentales ou des gros troncs, là, vous voyez, quelque chose de très solide. Ça a été ultra répété. N'importe qui, s'il en a l'intention, l'objectif, peut arriver à cela. C'est juste une question de sens, de j'aime ça. Donc, pensez à tout ce que vous savez bien faire, toutes vos expertises, et qu'on vous envie aussi. Chacun a ses particularités et ses habitudes mentales, ses terrains d'expertise. Très bien. Euh,
Je peux me rappeler des années de quelqu'un que j'ai vu 5 minutes, par contre, je retiens aucun texte. Je suis physionomiste. Oui, et vous avez donné là, par la force des choses, pour plein de raisons, une sacrée habitude mentale. Vous faisiez ça sûrement même petit. Et le truc, c'est que votre cerveau, il fait super bien ça, donc il y va, même quand vous n'en avez pas besoin, il le fait. C'est une habitude. Mais retenir un texte, bon, c'est pas un truc que vous avez développé, c'est pas quelque chose que vous avez forcément envie de faire non plus. Mais si demain vous en avez envie, bien sûr que vous pouvez le faire. Voilà. On se met comme ça beaucoup de croyances. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Alors, c'est vrai, mais parce qu'on s'en est donné l'habitude et que demain, si je veux retenir quelque chose que j'ai pas l'habitude de retenir, je peux tout à fait le faire en mettant en place tout ce qu'on s'est dit là avant. Voilà. Le yoga travaille l'attention, est-ce que c'est utile pour la mémoire? Bah oui, si vous retenez bien les positions de yoga pour les refaire chez vous, vous vous en donnez le projet, bah là vous travaillez votre mémorisation. Et alors, super intérêt, l'aspect corporel. La mémoire corporelle va être effectivement très 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 intéressante là. Hein, ok. Les noms propres, dont on se souvenait en quantité autrefois, sont maintenant bien plus difficiles à retrouver. Oui, alors il y a des choses après qui ne nous intéressent plus, qu'on peut lâcher aussi, hein, voilà. Je ne retiens aucun nom, aucune parole. Oui, ça vous intéresse pas? Ça vous intéresse pas? Mais pareil, demain, pas de souci pour le faire. J'ai constaté que le fait d'écrire, hein, enfin aider, oui, 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 pas chez tout le monde, c'est comme tout. On est tous différents, mais on a, pour certains, un grand besoin de mémoire corporelle, l'aspect kinesthésique. Et donc cet aspect kinesthésique, on va le retrouver par l'écriture. On ne va pas le retrouver avec l'ordinateur. Voilà, c'est pas du tout les mêmes zones qui vont être là en jeu. Donc le mouvement, hein, s'écouter, effectivement, ceux qui ont besoin de mouvement. Pour cette mémorisation, une déambulation, un changement de lieu, changer de pièce pour apprendre et aller se leur dire dans une autre pièce, bouger. Ça aussi, tout à fait intéressant. Voilà. Les traitements lourds peuvent altérer la mémoire. Oui. Alors, je ne rentrerai pas dans ce détail de quel type de traitement, mais évidemment, voir ça avec le médecin, regarder les effets secondaires, s'intéresser à tous ces aspects-là. Voilà. Très bien. Hein. Donc oui, l'écriture. Mémoire visuelle, alors je terminerai sur cet aspect-là. Est-ce que vous me parlez du fait que vous aimez bien qu'on vous montre quelque chose à l'extérieur, ça vous rend service, vous avez eu cette habitude-là qui vous aide, voilà. Ou est-ce que vous me parlez que vous faites du visuel dans votre tête, hein? C'est deux choses différentes. Tout à l'heure, la figure que je vous ai montrée, le triangle avec les petites formes géométriques, c'était du visuel et pour autant, il y en a qui se sont parlé dans leur tête, qui se le sont décrits. On n'est pas obligé de se faire un visuel dans la tête parce qu'on a du visuel à l'extérieur, hein. Donc, juste bien différencier ces deux aspects-là. Ok, ok. Je tente de retenir film, livre, mais impossible. Donnez-vous-en le projet avant de commencer le film, avant de commencer le livre. Je me mets en projet de le raconter à quelqu'un. Je me mets en projet d'écrire je ne sais quoi, de m'en donner un résumé. Voilà. Si vous ne donnez pas l'info à votre cerveau, il va aller spontanément vers ce que vous faites par habitude. Et si votre habitude est juste d'être dans l'attention du moment présent, alors votre cerveau se fera un grand plaisir d'oublier le livre dès lors que vous l'aurez terminé, même s'il vous a plu. Voilà, très bien. Alors, je m'excuse si je n'ai pas répondu à l'ensemble des questions. Il va falloir qu'on conclue. Je vous propose, pour aller plus loin, une petite bibliographie, liste non exhaustive. Mon petit chouchou, Steve Masson, qui est directeur du laboratoire de recherche à l'Université de Québec, recherche en neuroéducation, les neurosciences au service de l'apprentissage. Vous le retrouvez dans un livre, vous le retrouvez aussi, je vous l'ai mis dans la cytographie, avec une super chaîne où vous allez pouvoir aller plus loin, avec plein de petites capsules vidéo très courtes et ultra simples, ultra intéressantes, où il vous parlera énormément, notamment de la mémorisation. Voilà. Vous retrouvez cette question de neuroéducation dans la mémoire au cœur des apprentissages. Mémoire, vous avez le pouvoir, tout comprendre pour s'entraîner et développer son potentiel, voilà, en lien avec tout ce qu'on se sera dit là. La mémoire au futur, vous voyez, c'est dans le titre, toujours avec Francis Eustache. Et je vous en ai gardé un dernier qui sort un petit peu du cadre, que je vous conseille vivement, qui est de Charles Pépin, peut-être que vous le connaissez. Vivre avec son passé, une philosophie pour aller de l'avant. Livre très renseigné au niveau des neurosciences et qui nous invite pleinement à revisiter cette question de l'oubli, du souvenir,
très renseigné sur les neurosciences et donc nous permet de se dire, bah, finalement, j'ai le pouvoir sur mon cerveau, je peux le penser comme je veux, même si ce souvenir, voilà, il m'est désagréable, bah, finalement, dès que je le repense, dès que je le remets dans ma salle d'attente, je peux encore le transformer et finalement, pourquoi pas, en faire quelque chose de positif. Une petite cytographie, je vous le disais, où vous retrouvez donc la chaîne de Steve Masson, Cerveau et apprentissage. Vous aurez une formidable vidéo, je vous la recommande, sur la neuroplasticité, si le sujet vous intéresse. Et puis voilà, des petits podcasts sur la mémoire, mémoire et mémorisation. Et puis, si le cœur vous en dit, juste pour faire lien avec mon cursus en approche en gestion mentale, un petit site pour aller creuser si ce sujet du cerveau de chacun vous intéresse. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre participation très riche dans le chat. Je m'excuse encore de ne pas forcément avoir pu répondre à tout. Et peut-être, Justine, je te laisse la main pour Merci beaucoup, Gaëlle, pour ton intervention qui était très enrichissante, pardon, et super construite. Donc, je vous remercie aussi à tous pour votre participation. Les webinaires continuent encore jusqu'à la fin de l'année, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur notre site internet. Et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.